format interview de Trace ta route, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait des choix audacieux, qui ont eu un parcours de vie différent et qui ont tout de même osé tracer leur propre chemin. Des conversations vraies et inspirantes pour te rappeler que chaque personne a la capacité de réaliser bien plus grand. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une artiste pleine de talent, Déborah, journaliste cannoise. À seulement 28 ans, elle a déjà rencontré et interviewé des personnalités telles que Kev Adams, Pierre Niney, mais aussi Gilbert Montagné. Elle a également sa propre chronique qui s'appelle Parole de chef, où elle donne la voix aux grands noms de la gastronomie. Ensemble, on va découvrir les coulisses de son métier de journaliste, les rencontres qu'elle a pu faire et puis toutes les choses qu'elle a envie de nous raconter. Bah, Bon, bonjour Lisa Marie, merci de me bonjour. recevoir. Avec grand plaisir, Ça me fait bienvenue. bizarre d'être, à cette place-là et C'est pas à vrai, la tienne pour le coup, mais mais c'est justement ce que je pensais aujourd'hui, c'est ouais. toi qu'on interviewe. Qu'est-ce que ça te fait d'être à cette place? Bah, c'est un chouette exercice d'inverser les rôles un peu et ben, mine de rien, je pense que j'ai pas mal à dire aussi donc déjà merci de me recevoir et de, ben, me laisser, faire un peu cet exercice-là qui est pas si simple, mais que je fais avec plaisir en tout cas. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici et j'ai tellement de questions à te poser, j'ai hâte. Du coup, je t'ai déjà présenté, mais très Ouais. brièvement. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu plus ton histoire, de te présenter? Enfin, donne-nous plus de détails. Moi, pour tout expliquer, je suis rédactrice freelance. C'est mon métier de base depuis 2020. Du coup, j'écris en fait pour des sites, en freelance, donc je suis chez moi, je travaille pour des sites féminins et du coup, ça fait depuis 2022 que j'ai lancé mon propre, média qui de base était un web magazine. Ça a évolué, maintenant c'est des émissions, en fait, c'est des émissions que je fais sur, mon compte Instagram, c'est un compte journalistique et voilà, c'est du lifestyle donc comme tu as si bien dit, j'interviewe des chefs mais aussi, des personnes du milieu hôtelier, je fais un peu moins d'interviews d'artistes mais c'est quelque chose qui m'arrive, par exemple avec, le festival Cannes Série, ou alors quand il y a des artistes qui sont sur la région pour, présenter leurs propres projets comme c'était le cas avec Kev Adams justement, et voilà, je partage un peu tout ça, sur Instagram. Donc, ça fait déjà plusieurs années que tu fais ça. Il y a le côté vidéo, interview et tout Mmh. ça, et le côté écriture que tu continues toujours? Le côté écriture, c'est plus, pour, mon métier, de l'ombre, on va dire, comme j'ai expliqué de rédactrice freelance. Je fais ça depuis très, très longtemps, même depuis petite, au-delà de ce métier. Mais du coup, oui, non, j'ai préféré partir sur une partie un peu plus, humaine et authentique dans le visuel, en faisant de la vidéo et ça c'est un peu, enfin on me l'a proposé, c'était pas ce que j'avais prévu moi, de faire et au final, je m'épanouis pleinement dans cet exercice-là donc ben, c'est maintenant pratiquement que ce que je fais au niveau de mon média, en tout cas. Ouais, c'est génial. Mmh. Et du coup, tu disais que tu as commencé avec l'écriture, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Ben, je Comment est-ce que tu as suis je débuté? suis autodidacte. J'ai pas D'accord. fait, tellement d'études. J'ai fait un bac, littéraire. Mmh. Ensuite, je suis pas allée, au terme de mes études, c'est-à-dire que j'ai fait 1 an dans une école, privée de communication à Toulouse, 1 an et demi dans une école de mode et après, en fait, je suis allée sur, Paris pour faire, des stages dans d'assez grosses entreprises. Mais, en termes d'écriture, ouais, je suis très autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé depuis que je suis vraiment toute petite, très naturellement, à écrire des poèmes, des textes, à même créer des faux magazines, quand j'étais petite, Génial. ouais. Donc ça, on va dire que cette partie-là, je l'avais un peu, de façon, innée et je m'amusais à faire, des books. J'avais des blogs à l'époque où je postais des articles et des articles assez, engagés aussi donc en fait, quand je me présentais pour des stages ou autres, tu vois, j'avais, mon petit book avec les articles de mes blogs que j'avais imprimés. Du coup, j'avais cette partie-là déjà un peu, acquise et gérée sans avoir à passer par l'école. Dans les études supérieures, c'était plus, pour le côté, me perfectionner dans certaines choses, genre les logiciels, tu sais? Ou Mmh. côté mode, c'était Ouais. plus dans, la culture de la mode et cetera. Et au final, bon, j'ai pas vu l'utilité d'aller jusqu'à la fin parce que, ben, c'était quand même des cursus bien précis et par exemple, en école de mode, j'avais, mes amis, ils voulaient tous être créateurs de mode Ils donc sont passionnés par je les ça. voyais s'épanouir là-dedans et j'étais trop contente pour eux et moi, j'adore la mode mais je voulais devenir rédactrice de mode, pas couturière. Donc en fait, j'ai vu ça un peu plus comme une perte de temps et je me suis dit: «Je préfère aller à Paris, faire des stages, des stages, des stages» et c'est ce que j'ai fait et du coup, ben, j'étais carrément sur le terrain dans la grande ville et voilà, mon parcours un peu.
C'est pas si difficile de se sentir, parce que tu as dit la grande ville, de se sentir un peu, nouvelle ou petite même, dans Ouais. cette grande ville, J'ai comment? eu j'ai eu du mal au début, Ouais, parce que du coup, je viens de Toulouse, mais même plus particulièrement d'un tout petit village de 200 habitants. Mais oui, Paris, pardon, c'est grandeur nature et j'ai mis du temps à m'y faire. Je pense que j'ai mis 5 bons mois à m'adapter à la vie parisienne, à être loin de mes proches, à découvrir, tout d'une autre façon, en fait. Mais ce qui m'a aidée, c'est que j'étais en stage, donc j'avais des personnes de mon âge, donc j'ai fait des rencontres comme ça et après, ben, j'ai finalement adoré Paris et quand je rentrais à Toulouse, j'avais trop hâte de revenir à Paris et à chaque fois que je voyais la tour Eiffel, je m'émerveillais et je me disais: «Je m'y sens tellement bien». Donc non, je m'y suis faite au final à ouais. la vie parisienne. Donc là, tu nous as parlé de Paris. Comment est-ce que tu es passée de Paris à Cannes? Parce qu'aujourd'hui, tu es ici. Ouais, ben, en fait, il y avait même eu Cannes avant Paris. C'est-à-dire D'accord. que, j'ai fait un stage de 4 mois en 2018 à Cannes. J'étais en école de mode et il fallait que je trouve un stage. Du coup, ben, j'avais bien apprécié la petite vie, cannoise et c'était la première fois que j'étais loin de ma famille et que j'ai habité, en dehors de chez mes parents. Après ça, je suis allée à Paris. Comment ça s'est déroulé, Et ben, entre-temps, il y a eu le comment tu es confinement. arrivée ici, en fait? Il y a eu le confinement, et mon père un jour m'appelle, il me dit: «Ben, pourquoi tu irais pas, à Cannes, monter, ton propre magazine? Parce que, ben, maintenant tu es freelance, donc tu peux travailler d'où tu veux». Et du coup, mine de rien, l'idée de mon père, elle m'a pas mal travaillé et pendant le confinement, j'ai commencé à réfléchir à une idée de lancer mon propre magazine. Alors au début, c'était une idée brute de lancer un magazine papier, tu vois? Parce que ça a toujours été le rêve de ma vie, au départ. Et du coup, j'ai travaillé ça, j'ai donné un nom, j'ai fait des maquettes et Génial. je me plaisais trop dans l'idée et du coup, voilà, j'ai même donné le nom au magazine qui, à l'époque, s'appelait Madame Riviera. Et après le confinement, ben, on a déménagé, mes parents m'ont aidée à déménager de Paris à Cannes et voilà comment je suis arrivée ici. Tu es venue toute seule ici et c'est là que tu as développé, le journal, du coup? Ouais, mon C'est web à ce moment. magazine. Et dans ce monde qui est quand même assez compétitif, comment tu as Mmh. fait pour trouver ta place, Ma place, je pense que je la cherche encore. En fait, c'est une place qu'on doit prouver tous les jours. En tout cas, au début, trouver sa place, c'est peut-être réussir à être là où tout le monde est, tu vois? À être Ouais. invité déjà. Moi, vu que j'avais ce statut de journaliste, j'ai vite été, référencée dans les bases journalistiques, en fait, des attachés de presse et cetera, qui t'invitent à des événements, donc moi, ils savaient qu'en parallèle, je travaillais pour, d'assez gros, sites, heu, nationaux. Donc ça aide pas mal. Ils se disent: «Bon, elle travaille quand même pour eux, donc on va l'inviter». On sait qu'elle est sur la Côte d'Azur, donc au final, ben, on a commencé à m'inviter comme ça. Il y a des locaux aussi qui m'ont pas mal, accueillie. Je sais que, un des premiers événements que j'ai fait, c'était l'agence Twelty, une attachée de presse qui travaillait pour eux à l'époque et qui m'a, proposé en fait d'intervenir pour, la soirée du 8 mars. Alors je sais plus si c'était exactement le 8 mars, mais en tout cas c'était dans le cadre de la journée de la femme. Et elle m'a demandé d'intervenir pour raconter un peu, mon parcours justement et comment j'ai lancé, Madame Riviera. C'était vraiment le tout début et je me rappelle que c'était vraiment, ça qui m'a fait connaître, du monde parce qu'il y avait les adjointes au maire que je connais, que j'adore, de Nice du coup. Il y avait d'autres personnes, des blogueuses, tout ça donc c'était un peu le premier événement marquant et dans lequel on m'a accueillie. C'était très sympa mais en tout cas ça a commencé comme ça et après, ben, tu rencontres du monde. Je sais que les adjointes au maire, Magali Altonian et Mathilde Diouf qui étaient présentes, elles se sont de suite intéressées à mon projet et elles m'ont jamais lâchée. Quand j'ai besoin d'elles, je sais que je peux me tourner vers elles. Et elles sont d'ailleurs ambassadrices de mon média. Elles sont venues à la soirée d'1 an de Madame Riviera et m'ont fait l'honneur d'accepter d'être, les ambassadrices. Donc voilà, le réseau, il se fait comme ça. Après, tu rencontres du monde. Dans les soirées, il y a plus que les p soirées presse, il y a aussi les soirées influence. Donc au final, tu rencontres aussi des créateurs de contenu. Mais bah, maintenant, j'ai mes repères, quoi. J'ai les personnes sur qui je peux compter, et heu et les personnes de référence que tu retrouves aux soirées de travail aussi et enfin, voilà. Ouais, donc si j'entends bien, d'abord, il y a ce truc de savoir saisir les opportunités, Ouais, ne pas avoir peur c'est ça. de se jeter dans la gueule du loup, hein, Ouais. et après continuer à réseauter, à rencontrer du monde. Bah, oui, le réseautage, je pense que c'est le conseil numéro un parce que c'est comme ça que, tu vas avoir certaines opportunités qui se présentent à toi, des opportunités auxquelles tu avais pas du tout pensé
Et du coup, moi, ça s'est fait par le biais de soirées et d'événements de presse auxquels j'étais invitée. Après, tout dépend le milieu dans lequel la personne est, mais je sais que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de clubs, de business qui ont ouvert, des clubs féminins ou des clubs, mixtes, si on peut dire. Je peux en parler d'un très bien parce que je connais la fondatrice qui s'appelle Cyrine. Le club s'appelle Club F et je sais que chaque mois, elle fait des soirées, c'est un club féminin, comme son nom l'indique, Club F, et elle fait des soirées dans des lieux extraordinaires, par exemple, le Victoria de Maison Albar, là, qui a ouvert à Nice, qui est un palace, Génial. sur Nice, du coup, et elle fait des petites soirées, très sympas et chaleureuses, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se réunissent de tout horizon. Il y a pas mal ce truc de sororité aussi Mmh. maintenant, où on a envie d'aider les personnes, qui nous entourent et toujours, enfin, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et ça aide et donc oui, le réseautage, c'est le pilier, on va dire, de son business quand on veut se lancer. Ouais. Bah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment ce truc de sororité Mmh. en tant qu'entrepreneuse, on se contacte, on Ouais, s'aide, on se donne des tips et ça, c'est vraiment sympa pour le ouais. coup. Mais du coup, justement, ben, ce que je peux voir à travers les réseaux, peut-être que je me trompe, hein, Mmh. tu pas à me reprendre, mais tu es souvent invitée dans des restaurants, dans des lieux, peut-être pour parler des lieux. Comment est-ce que tu arrives à faire la différence entre le pro, le perso? Est-ce que tu prends des amis, par exemple, avec toi lorsque tu es invitée? Comment ça se passe? Comment tu gères cet équilibre-là? Bah, mes amis, c'est des personnes qui sont, dans ce même milieu que moi, dans le milieu de l'influence. J'ai ma meilleure amie qui est, influenceuse. Donc pour le coup, on est toutes les 2. Enfin on n'est pas dans le même domaine particulièrement, tu vois? Mais, on partage toutes les 2 des choses. Quand elle a des collaborations, elle me prend. Quand moi j'ai des collaborations, je la prends aussi. Donc, au final, voilà et on retrouve toujours un peu les mêmes têtes parce que la Côte d'Azur, c'est petit et c'est des personnes avec qui, j'ai créé beaucoup d'affinités. J'ai une amie qui est journaliste aussi que je retrouve, souvent dans les événements et plein, plein d'autres personnes en réalité. Donc, quand on est invité à des soirées d'inauguration, par exemple, qu'on retrouve un peu tout le temps les mêmes têtes, c'est du travail, mais il y a une partie perso aussi qui est importante, où on s'amuse, on fait la fête. Souvent, la dernière fois, il y avait l'inauguration du restaurant Cyrose sur la plage du Majestic. On a avec ma meilleure amie et sa sœur et cetera, on a fait la fermeture, on était on dansait sur la plage, enfin, voilà, c'est des soirées assez sympas, tu vois? Et je me tiens professionnellement, tu vois? Là, j'ai beaucoup discuté avec le chef au cours de cette soirée. Après, on finit, on fait la fête et du coup, c'est toujours sympa quand même de profiter parce qu'on a une chance inouïe, tu vois? On est là, c'est notre travail, mais c'est, d'être dans des lieux pareils. Moi, je m'en lasse jamais et je me dis Ouais. toujours: «Mais quelle chance j'ai!» Après la chance, ça se provoque, je suis pas là par hasard, mais je me dis que j'ai bien choisi mon métier et que que je suis très contente d'être là. Et en fait, j'ai l'impression dans ce que tu me partages, c'est, ben, juste je suis moi. Peut-être que je me tiens au début, bah, forcément il y a mon travail donc pour poser les questions, pour faire le contenu Mmh. et après je suis moi et ça me permet de créer des relations intenses et donc d'être conviée et de créer un réseau. Au final, Ouais. tout est lié, c'est ce que c'est ça, si j'ai bien compris? Ah mais moi, dans tous les cas, j'ai jamais été, du genre à jouer un rôle ou quoi que ce Ouais. soit, tu vois? J'ai toujours été authentique et c'est comme ça que je fonctionne dans la vie, dans le travail. Et mon travail, en fait, il est né d'une passion, personnelle. Donc en fait, pour moi, c'est un peu mélangé. La Déborah que je suis au travail, c'est la Déborah que je suis aussi, dans la vraie vie et je vois pas tellement de différence entre le pro et le perso et les relations, moi, que je me suis construites, c'est dicté par le cœur. Avec le temps, tu aussi, tu changes. Tu sais les personnes avec qui tu es aligné, les personnes avec qui tu ne l'es pas ou tu ne l'es plus. Je reste moi-même donc C'est important. Est-ce qu'il y a eu des moments justement où tu as dû collaborer et bah, être «fausse» entre guillemets pour collaborer parce que c'était une bonne opportunité et tu sentais que ça pouvait t'apporter quelque chose? honnêtement, au tout début, ma stratégie en termes de visibilité, c'était d'interviewer des influenceuses. Parce que moi, l'interview, ça a toujours été au centre de mon métier. Enfin, on peut être journaliste sans forcément faire des interviews. Il faut en faire quand même. Mais en tout cas, moi, c'est une des parties de mon métier que je préfère. Le rapport à l'autre, en tout cas. Ça me met la pression. Non, non, mais tu le fais très très bien. Merci. Et puis comme je t'ai dit, quand c'est fait avec le cœur, dans tous les cas, ça donne toujours un bon résultat. Mais du coup, au début, moi, c'était un peu par stratégie.
mais pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où les personnes que je peux approcher, c'est pas encore des stars, tu vois. Donc je vais approcher des influenceuses et je cherchais quand même des influenceuses qui avaient des valeurs similaires aux miennes ou qui avaient des choses intéressantes à dire, etc. Mais au final, il y en a avec qui ça a été un peu moins naturel que d'autres. Ça a été moins fluide en tout cas qu'autre chose. Et puis j'ai été amenée après à évoluer et à couvrir des événements comme on a dit le Cannes Série. J'ai rencontré pas mal d'artistes et où j'ai pu les interviewer. Et au final, tu te rends compte que les personnalités, c'est des humains à part entière. Tu accroches ou tu n'accroches pas en tout cas, mais moi j'ai eu des très bonnes surprises pour le coup, notamment avec Kev Adams. Kev Adams, c'est un artiste que je suis moi personnellement depuis quelques années, tu vois, et je trouve que ce gars-là, il est critiqué en outre mesure. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, en tout cas moi de ce que j'ai vu, tu vois. Et c'est vraiment des échanges humains qui se créent et je suis ravie de ça parce que ce que t'en retiens après, quand tu ressors d'une interview, t'es vraiment heureuse du moment que t'as passé, de l'échange que t'as eu, du fait que cet échange-là ait été vrai, tu vois. Ça a été plus compliqué pour toi d'interviewer peut-être les influenceuses, ou je fais une généralité peut-être, que les personnalités, en termes d'humain, de connexion Au début, oui. Après, peut-être que je me suis pas approchée des bonnes personnes. Il y a eu quand même des influenceuses que j'ai interviewées avec qui ça s'était très bien passé. Et c'est une ouverture aussi, tu vois. Moi, je suis pas influenceuse, je suis journaliste. Moi, j'y allais en étant curieuse, tu vois, et c'est toujours le cas dans toutes les interviews avec toutes les personnes que je rencontre en tout cas. Je voulais demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être intimidée face à des personnalités, tu vois, comme Kev Adams, comme Pierre Ninet? Ouais. Est-ce que ça évolue ça avec le temps à force de faire des interviews? Bah oui, parce qu'au début c'était avec des influenceuses et j'étais intimidée en interviewant des influenceuses. Alors influenceuses ou créatrices de contenu, maintenant, enfin moi je vois pas ça de façon négative à dire influenceuse. En tout cas je les respecte évidemment. Je sais que ça fait débat donc je préfère. J'ai été très intimidée au début avec les créatrices de contenu et influenceuses et au final plus du tout parce qu'après j'ai eu la chance d'interviewer des personnes, des personnalités. Et je sais que la première star vraiment que j'ai interviewée, c'était Djibril Cissé. C'était par visio, mais c'était d'autant plus stressant, je crois, parce qu'il y a tout ce truc de... Déjà, j'étais devant pas mal de monde. Il y avait toute une table de journalistes. Moi, je suis journaliste quand même depuis 5 ans, mais c'est des journalistes locaux qui sont bien implantés, etc. Il y en avait qui étaient spécialistes dans le foot, même si là, il n'était pas sujet de foot. Mais du coup, j'étais là, comme ça, je devais poser mes questions avec Djibril Cissé en visio. Le truc, il marchait pas, il m'entendait pas. Du coup, j'étais déjà flippée et il fallait encore répéter les questions. Enfin bon. Mais il a été très, très, très cool pour le coup et très chaleureux. Même si c'était à distance, l'interview a été hyper fluide et... Enfin, fluide. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant que je l'étais à l'époque, mais en tout cas, ça a été une belle rencontre humaine. Et ça a été un bon souvenir en tout cas. Et c'est incroyable, c'est génial que tu aies pu interviewer ce genre de personnalité. Ouais. Ça t'a donné du coup de l'assurance pour la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai pris beaucoup confiance en moi grâce à mon travail. Et puis c'est un milieu où il faut t'imposer aussi. Pour exemple, au Cannes Série, en fait, si tu veux, on est derrière le tapis rose en tant que journaliste et on a toute une lignée en fait de journalistes. On a carrément des étiquettes où on doit être derrière notre étiquette, tu vois. Par exemple, t'as Canal, t'as machin, enfin tout type de médias et on se marche dessus vraiment. Et au début, la première année, j'étais choquée parce que t'avais des nanas qui passaient. En fait, on est censé se disperser un peu, tu vois, enfin répartir un peu le nombre de questions pour pas qu'il y ait une personne qui prenne la personnalité pendant, je sais pas, 5 minutes et que les autres n'aient pas le temps de lui poser ne serait-ce qu'une question, tu vois. Au début, moi, je pensais bêtement et naïvement parce que je suis un peu naïve parfois. Que tout le monde allait respecter ça et au final parce que les célébrités elles font ce que leur agent leur dit de faire, c'est-à-dire si on leur dit non t'as plus le temps, ne réponds plus aux questions, la célébrité part et même si elle est gentille et qu'elle veut continuer de répondre, elle peut pas. Donc quand arrivaient les grosses célébrités et qu'il fallait les interviewer, t'avais les journalistes qui étaient le plus proches d'elles, tu vois, qui en profitaient et qui posaient 3-4 questions et qui savaient pertinemment que les personnes derrière n'allaient pas pouvoir les interviewer. Et du coup, moi, au début, j'étais comme ça, mince, c'est pas cool, j'ai pas pu poser mes questions, etc. Et après, notamment par rapport à l'interview de Pierre Ninet qui a assez bien marché, je me rappelle que c'était l'année d'après, il me semble,
je m'étais dit, ben, tu sais quoi, t'as vu comment ça marchait, il faut crier, il faut tendre le micro quitte à assommer les pauvres personnalités, tu vois. Mais il faut s'imposer, il faut mettre la voix plus forte que d'autres, tu vois. Et moi, j'ai une petite voix en plus, et ma mère, elle me l'a toujours dit. Elle m'a dit, déjà, je passe ma vie à m'excuser. Et si tu l'entends dans la vidéo de Pierre Ninet, tu m'entends dire excuse-moi. C'est-à-dire que je l'appelle, je dis Pierre, excuse-moi. Et ma mère, elle m'a dit, mais même là, t'as trouvé le moyen de dire excuse-moi. Mais c'est un truc de fou. Donc, t'es là, il faut interpeller, tu vois. Et j'ai mis mon micro, j'ai dit Pierre, comme ça. Et au final, c'est trop cool parce que ben, le fait de lui avoir tendu le micro et d'avoir un peu plus crié, on va dire, ben, il a vu que j'avais une question à lui poser et il a répondu à ma question. Il y en a eu 2, 3 à côté, mais en tout cas, j'étais trop contente. Mais voilà, c'est ce genre de truc où il faut s'imposer et je pense que j'ai pris confiance en moi par rapport à ça et ça m'aide dans ma vie de tous les jours, clairement, à me dire tu te fais respecter dans le travail. Donc, tu te fais respecter aussi dans ta vie perso parce que celle que t'es au travail, c'est celle que t'es aussi dans la vie, c'est toi en fait. J'ai beaucoup de travail encore à faire. Je pense qu'on en fait pendant toute notre vie d'ailleurs, mais j'ai clairement beaucoup plus confiance en moi que ce que j'avais il y a 5 ans en arrière. Ouais, et moi je trouve ça super impressionnant de voir à quel point, comme tu dis, t'es pas quelqu'un de très une voix imposante, qui a une carrure imposante. C'est à force de faire que t'as réussi à dépasser ça, à t'imposer, à prendre ta place. Quand tu te fais taper sur les mains une fois, après tu remets plus les mains, tu vois, à l'endroit où tu sais que tu vas te faire taper. Donc t'apprends un peu de tes erreurs et t'apprends un peu voir comment ça marche. Tu sais qu'il y a certaines personnes, j'en ai une en particulier en tête, mais tu sais qu'il y a une personne, tu la rencontres, tu parles 2 minutes avec elle et t'apprends par plusieurs personnes que tu connais après qu'elle va te tailler un costume dans le dos alors que tu lui as strictement rien fait et que c'est de la pure méchanceté gratuite, tu vois. Et tu sais que sur les événements, bah, malheureusement, avec cette personne, il faut sourire. Mais derrière ça, tu vas... Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est pas une question de renier mes valeurs. C'est que dans ce métier, des fois, malheureusement, ça marche comme ça. Et il faut savoir encaisser, ne pas prendre les choses personnellement, surtout. J'ai appris de cette personne, je l'ai absolument pas pris contre moi. Je me dis, c'est ses limites à elle, tu vois, qu'elle projette. C'est génial parce que c'est vrai que t'aurais pu dire, ok, c'est pas dans ma personnalité de m'imposer, de prendre trop de place, donc je vais laisser tomber. Et non, c'est vraiment ton rêve depuis toute petite, donc tu t'es imposé. Et j'ai l'impression de ce que tu me dis par rapport aussi aux autres côtés de ton métier qui sont un peu moins fun, pour le coup, lorsqu'on parle de toi ou autre, t'es quand même en adéquation avec tes valeurs, tout en posant un cadre, c'est ok, bon bah elle a parlé de moi, je vais rester intelligente et respecter ce cadre-là pour le bien-être de la collaboration, du travail qu'on peut faire ensemble. Oui, et ça, totalement. C'est super important. Faut rester en bonne intelligence. Après, j'ai envie de dire que les personnes parlent de toi, c'est le jeu aussi, tu vois. Enfin, et après, moi, j'estime que quand t'es pleinement épanoui dans ta vie, ou peut-être pas pleinement, parce que je pense qu'il y a toujours des axes à améliorer et que chacun a son autre problème, mais quand t'es en tout cas aligné avec toi-même, que tu connais ta valeur, que t'as certaines valeurs envers les autres aussi, tu vois, le fait de respecter les gens, t'as pas besoin de parler sur les autres. C'est-à-dire que tu te focuses sur ta vie, tu te focuses sur tes objectifs, sur ta carrière, sur les personnes que t'aimes. Tu cherches à évoluer, mais chercher à évoluer de façon positive, c'est-à-dire ne pas chercher à évoluer en rabaissant les autres. Et une fois que tu te focuses sur toi, t'as pas besoin d'aller critiquer les gens en fait ou de t'occuper de leur vie, tu vois, parce que déjà c'est méchant. Et en plus de ça, t'as pas besoin de le faire si t'es pleinement aligné avec toi et si t'as cette envie-là d'évoluer dans le bon sens. Justement, pour les personnes peut-être qui veulent être dans ce monde-là de créatrice de contenu, influence, journaliste, tout ce qui touche même au réseau ou tout ce qui touche à soi, lorsqu'on se montre, c'est important de savoir accepter la critique, que ça va arriver forcément à soi. Et que c'est quelque chose à travailler et à pas prendre personnellement. Et c'est bien parce que t'as fait un bon bout de chemin en termes de développement personnel. Pas mal, ouais. Donc c'est agréable. C'est la vie qui te pousse à le faire. Quand tu vis 2-3 trucs personnels quand même, tu t'en viens à relativiser sur beaucoup de choses. Moi, j'ai eu des épreuves qui n'ont pas été faciles à vivre et que je souhaite à personne, mais en tout cas, tu relativises. Tu te dis, mais au final, tu te plaignais de beaucoup de choses à côté, mais c'est tellement rien, c'est tellement plus des problèmes, en fait, cette autre chose. Et t'es tellement focus sur toi, justement, à essayer de te guérir toi-même, d'aller mieux, d'avancer, parce que
parce qu'au final, même si tu as des proches qui t'entourent et Dieu merci, j'ai ma base très, très proche, moi. Même si tu as ces proches-là et heureusement, tu peux compter un peu que sur toi-même. Enfin, le fait d'aller mieux, ça passe que par toi. Et quand tu fais ce travail-là, ben, les autres à côté, tu te donnes plus la peine de t'intéresser de façon négative à leur vie. Enfin, tu vois, moi, je suis toujours intéressée par les gens, mais avec un côté bienveillant et parce que ça me passionne de connaître ben, leurs passions, de les connaître eux, etc. Mais jamais de la vie critiquer pour critiquer ou même les trucs genre les gossips et tout, c'est quelque chose qui m'amusait avant, mais maintenant, je m'en tiens éloignée, quoi. C'est marrant pour une journaliste. Parce que ça peut être un Oui. côté de ton métier. Les gossips, moi, D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler pour un grand site à ce sujet-là. J'ai travaillé pour eux parce que ben il faut bien gagner sa vie, tu vois, et c'est pas que ça, mais en tout cas, même dans ce boulot-là, t'as ton intégrité et les articles, c'est toi qui les écris et personne d'autre. Il faut savoir que dans ce job-là, les titres, on nous les impose. Donc les titres, ce qu'on appelle titres putaclic, les trucs qui font cliquer avec des trucs, c'est des titres qui nous sont imposés, donc on peut pas gérer. Donc même si t'as ton nom à côté, c'est pas toi qui as choisi le titre. Mais en tout cas, même dans ce genre de truc, tu vois, quand j'avais des sujets un peu touchy qui touchaient certaines personnalités, je faisais toujours en sorte d'écrire l'article d'une certaine façon, à être bienveillant avec la personne et ou alors carrément je passais. On peut pas trop le faire, c'est des articles qu'on nous impose, mais moi j'ai eu la chance de jamais être tombée sur des articles vraiment inhumains ou quoi, ou alors carrément j'en parlais avec la personne qui me les donnait en disant bah non moi je suis pas à l'aise avec ça parce que même les personnalités c'est des humains, tu vois, enfin ils ont leur truc, leur vie. Je me rappelle il y avait des articles. C'était le soir où la compagne de Kenji Girac avait parlé suite à l'accident, tu sais, où il s'était tiré dessus. Tout ce qu'elle disait a été repris et il fallait écrire plein d'articles et évidemment, les angles, c'était de la malveillance complète, tu vois. Soit j'ai essayé d'être bienveillante dans l'article ou soit carrément j'ai dit bah non, je l'écris pas cet article parce que c'est pas ce que je veux faire très clairement et j'avoue que de plus travailler pour ce média-là, ça me décharge d'un poids. Et c'est intéressant aussi de savoir comme quoi tout peut être réinterprété. Une situation, elle peut être écrite par 10 journalistes différents. Et... Ah, mais quand t'es journaliste et que tu tombes sur des trucs, ça, tu sais, ça va pas parler de ça, déjà. Ouais. Tu penses que ça va parler d'un sujet, mais pas du tout, en fait. C'est juste que ça a été tourné d'une façon, ouais. Je suis journaliste, mais je lis pratiquement jamais d'articles, moi, il faut le savoir, hein. Je m'en tiens éloignée, vraiment. Tout à l'heure, tu parlais de périodes difficiles de ta vie. On va peut-être pas forcément les citer, mais surtout, comment est-ce que t'as fait pour te relever lorsque t'as un moment difficile, que ce soit de ton côté pro ou perso? Qu'est-ce qui t'aide vraiment à te relever, à te dire, ok, c'est bon, il faut que je travaille sur ça et que j'aille de l'avant? Est-ce que t'as des clés concrètes? Je peux la citer, je vais pas rentrer dans les détails, mais la plus grosse période de ma vie, qui a été très très négative, le plus gros trauma, c'est que j'ai perdu mon papa du coup en 2021. Donc comme je t'avais raconté, c'est lui qui m'avait suggéré de venir à Cannes et tout, et il a disparu quelques temps après. Donc il a fallu que je gère ça. Et après j'ai eu un accident de voiture aussi assez important quand j'avais 14 ans. Dieu merci, je suis là, j'ai été miraculée, mais suite à ça, tu vois, j'ai été épileptique. Enfin, je suis toujours épileptique, j'ai un traitement à vie. On va dire que c'est les deux gros traumas de ma vie. T'as pas le choix que de vivre avec ça. Tu sais, il y a des personnes qui disent purée, mais t'es vachement forte, t'es courageuse. En fait, c'est pas toi qui as choisi d'être forte ou courageuse. Enfin, si, je me rends compte que si tu peux choisir de l'être, mais en tout cas, ces épreuves-là, c'est la vie qui te les impose et t'y es exposée ou non, tout en restant souriante ou en essayant de montrer que tout va bien. Donc, dans tous les cas, t'as pas trop le choix que d'avancer. Et après, tu te reconstruis et tu t'en apprends plus sur toi et tu sais ce que tu tolères, ce que tu tolères plus. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu fais de toi une priorité aussi. Et c'est le plus important. C'est comme ça que tu survis, entre guillemets, tu vois. Donc, et après, t'as tout ce côté entourage, tu fais le tri, ou même le tri se fait très très naturellement. C'est pas forcément toi qui le fais, c'est la vie qui le fait. Et après, tu te retrouves avec des personnes beaucoup plus alignées avec toi et c'est tant mieux. Et t'as pas forcément de rancœur envers les gens qui sont plus là. C'est que ça fait partie de la vie et tant mieux parce qu'en te connaissant, du coup, t'attires à toi les personnes qui te ressemblent le plus, ou du moins qui ressemblent plus à la version de toi évoluée et la version de toi de maintenant, parce que très clairement, la version de toi d'aujourd'hui, c'est pas la même que celle d'il y a 5 ans, donc
Donc voilà. On dit aussi que la vie, elle est capable de elle te met sur ton chemin les choses que tu es capable d'affronter. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai. Du coup, ça serait par rapport à s'il y a quelqu'un qui vit aussi une étape un peu difficile ou beaucoup difficile dans sa vie, c'est apprendre à se connaître. C'est ça que tu disais, savoir être entouré. Ouais. Tu as dit aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, ce que tu viens de dire, c'est ce qui a très bien résumé, moi, la façon dont j'ai eu de me guérir, on va dire, naturellement. C'est l'entourage, comme je t'ai dit, que ce soit familial ou amical, j'ai eu beaucoup de tri qui a été fait. C'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de monde dans ma vie maintenant, mais c'est pas grave, c'est ok. Perdre les gens dans des moments compliqués comme ça, parce que les gens que tu perds, c'est pas des gens qui étaient bons pour toi. Tant mieux que le tri ait été fait comme ça, parce que j'ai pu me reconstruire plus sainement avec les gens qui comptent le plus pour moi, dans un environnement sain, dans un cadre sain, sans toxicité, parce que je pense que l'épreuve en elle-même, elle est suffisamment dure à vivre. Donc quand t'ajoutes à ça des personnes malveillantes dans ton entourage, alors ça peut être le sang, hein, mais le sang, ça veut pas dire grand-chose des fois. C'est un truc que on trouverait quand on grandit, c'est l'expression mes vrais amis, je peux les compter sur les doigts de la main, ou pareil pour la famille. Je trouve que ça prend tout son sens, parce que t'as pas besoin d'avoir un harem de 15 personnes. Tant que t'as 3-4 personnes sur qui tu sais que tu peux vraiment compter, t'as tout gagné. Et au final, c'est ça le vrai bonheur. Est-ce que tu dirais que c'est suite à la perte de ton papa que t'as réussi à comprendre tout ce que tu viens de me dire là jusqu'à présent par rapport à être entouré des bonnes personnes, faire le tri? Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que mon père, il est parti en février 2021. Et suite à ça, en fait, j'ai basculé dans une sorte de spiritualité. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, j'ai l'impression que t'es dans une spiritualité. Et moi, au début, je lui disais, mais pas du tout. Comme je te disais en off la dernière fois, pour moi, spiritualité, ça rimait avec faire du yoga, méditer. Et j'étais pas du tout dans ça. Et au final, c'est tellement plus profond que ça. Moi, après, je suis croyante de base. Donc, au final, la spiritualité, ça a toujours fait un peu partie de ma vie, mais je le voyais pas comme ça. Mais pour moi, la spiritualité, c'est vraiment ce côté dev perso aussi, mais pas les trucs clichés qui te dit tu bois du matcha à 6h du matin, tu vas faire ton sport, parler à un arbre et tu reviens et t'es calmé, tu vois, pas du tout. Bon, j'extrapole évidemment, mais tu vois, c'est quelque chose de profondément personnel. Et en fait, c'est juste de te connaître, de faire la paix avec toi, de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est plus pour toi, pour avoir des personnes autour qui te respectent, pour toi-même réussir à t'aimer, à te pardonner, à essayer de composer avec toi, avec tes choix, avec ton passé. Ça fait beaucoup, hein, parce que je me rends compte, moi, j'ai des insomnies des fois, et je me rends compte à quel point c'est dur de faire ce travail sur soi. Il faut souvent se faire aider. Moi, je vois une psy. J'ai développé des TOC suite à ça, que j'ai encore. J'ai pas honte de le dire, parce que ça fait partie de tout ça. Enfin, quand il y a un traumatisme derrière, ça crée tellement de chamboulements, tu vois. Ça bouleverse ta vie, et il faut réussir à vivre avec après. Et c'est un travail de tous les jours. Je sens que c'est encore quelque chose de fragile pour toi. Oui, mais je pense que dans 40 ans, j'aurai toujours la voix qui tremble en parlant, tu vois. Mais et heureusement, ça veut dire que je suis humaine et voilà. Mais en tout cas, j'ai pas trop de mal à en parler, dans le sens où justement, je sais que ça peut arriver à d'autres personnes. Des sujets comme la dépression, c'est des sujets qu'il faut aborder. Et je pense que la santé mentale, heureusement, maintenant, on en parle beaucoup plus ces derniers temps. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent de graves pour en parler, pour que le gouvernement ou pour que la société se rende compte d'à quel point c'est un sujet essentiel. On peut parler même du harcèlement scolaire. Là, il y a des choses qui se mettent en place. Et Kev Adams, que je citais aussi, il est vachement engagé dans ça. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo la dernière fois qui m'a fait sourire, parce que il commençait en disant que il y a des gars, rien qu'ils allaient voir sa tête sur une vidéo, il allait le critiquer lui, mais il disait, moi je m'en fous qu'on me critique moi, mais par contre les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que critiquer les gens en général et les harceler, et surtout en école, ou les cyberharcèlements maintenant, etc., ça c'est pas du tout ok. Et c'est ce genre de discours-là qu'il faut avoir, et je pense qu'on est arrivé dans une ère où c'est tellement compliqué maintenant. Les réseaux, ça apporte du positif, mais ça apporte aussi tellement de négatif. Ça entretient toute une sorte de malveillance, de méchanceté gratuite, et il faut se préserver de tout ça. Il faut se préserver soi-même de tout ça, mais il faut aussi avoir l'intelligence de pas le faire subir aux autres, même s'il y a des petites réflexions qui peuvent paraître anodines, ou tu vois.
des fois, il faut se mettre à la place des gens et se dire: «OK, c'est peut-être pas cool que je dise ça» et s'imaginer tout ce que la personne peut vivre aussi de son côté et voilà, en termes général. Ouais, et c'est bien parce qu'à travers ton métier, ça te permet d'ajouter un peu de bienveillance, à ce monde-là, pour le coup. Ouais, totalement. Mais depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ce côté engagé, que ce soit envers les femmes, envers même le racisme, enfin, je sais pas, depuis quand j'étais petite, j'étais vachement, peace and love, la paix dans le monde et cetera, mais c'est quelque chose que j'ai gardé, en tant que femme. Les personnes qui défendent le mieux les femmes, c'est les femmes, très clairement, et il faut s'intéresser à ce genre de sujet-là parce que c'est clairement des sujets, essentiels et on n'aura jamais fini d'en parler et il faut en parler pour le bien, quoi, Oui, bien sûr. de Est-ce façon qu'il y a intelligente. des sujets que toi, tu as envie de porter? Ce que j'ai toujours le plus mis en avant, je pense que c'est ouais, le côté féminin, montrer tout ce que la femme est capable d'accomplir et en grandissant et en ayant subi certaines choses aussi dans des relations, je sais pas, essayer de faire en sorte que la femme soit préservée le plus possible, mais c'est tellement compliqué. Je sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, moi, qui me touchent particulièrement, mais en tant que femme et dans le milieu du business, etc., je pense que moi, ce que je peux faire à ma hauteur, à ma petite échelle en tout cas, c'est de valoriser les femmes qui travaillent, qui font beaucoup de sacrifices pour travailler aussi. Je connais pas mal de mamans solo qui travaillent, qui essayent d'éduquer leurs enfants seules. Enfin voilà, c'est valoriser tout ce côté-là de femmes qui se donnent les moyens et pour qui c'est dur aussi. Si tu devais rêver très grand, mais vraiment très, très grand, ça serait quoi tes objectifs en tant que journaliste? C'est rigolo que tu dises en tant que journaliste parce que moi, quand je rêve grand, justement, je me vois dans une entièreté. En fait, je me rêve pas que journaliste, je me rêve femme accomplie. Et femme accomplie, pour moi, ça passe par continuer de faire ce métier que j'aime du plus profond de mon cœur en interviewant des personnes, en mettant la lumière sur des parcours passionnants, sur des parcours qui peuvent en inspirer d'autres. Moi, j'aime toujours ce côté-là de montrer les belles choses, mais dans le sens positif du terme, pas pour le côté matériel, etc., mais dans le sens où, moi, je sais pas, tous ces beaux établissements, ça m'a toujours fait rêver, ça m'a toujours inspiré. Et je pense que ça inspire les gens à s'élever au plus profond d'eux, tu vois, vers des choses qui leur tiennent à cœur, dont ils rêvent. Et du coup, oui, moi, là, pour l'instant, ça serait, oui, plus de continuer à faire mes émissions, de voyager autour du monde, d'avoir une personne de confiance à mes côtés, enfin, un partenaire de vie vraiment qui soit aussi sain que moi, je pense. Ou tu vois, C'est un autre sujet. ouais, c'est un sujet. Mais enfin, quelqu'un avec qui est aligné profondément, etc., et qui a les mêmes objectifs et enfin bon, ça c'est encore c'est autre chose. On parle de trucs perso, mais tu vois, tout ça pour te dire que moi, quand je me rêve femme accomplie, je me rêve pas que journaliste, ou je me rêve pas que maman, je me rêve pas, tu vois, c'est vraiment un équilibre parfait. Et j'espère que on peut aspirer à avoir tout ça encore. J'espère réussir à avoir tout ça en tout cas. Est-ce que tu aimerais transmettre peut-être un message aux personnes qui ont envie de se lancer dans ton domaine ou même dans un domaine un peu similaire? Je pense que il faut évidemment que ce soit un métier passion, parce que je sais pas si on réalise à quel point c'est compliqué, mais c'est tellement beau à la fois. Enfin, moi, j'estime que l'auto-entrepreneuriat, ça a autant d'avantages que d'inconvénients. Mais quand on est vraiment passionné, les inconvénients, on les vit, mais d'une autre manière que si, par exemple, c'était des inconvénients d'un travail pour un patron ou j'en sais rien, tu vois. Là, c'est des inconvénients, mais qui sont liés à ton propre projet, à ton propre rêve. Donc, tu les gères différemment. Mais tu prends tout à cœur, c'est-à-dire que tu manges, tu vis, tu dors ton projet, en fait. C'est un truc de fou. Mais en tout cas, oui, c'est de se lancer si vraiment on est sûr que c'est une passion et pas juste une petite passade, un petit, je sais pas, quelque chose qu'on a en tête et qu'on se dit, ouais, ça pourrait être pas mal, ou, enfin, ouais, voilà, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose. Il faut être habité par tout ça, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça une mission de vie, mais peut-être. Il faut s'accrocher, il faut savoir d'emblée que ça va être des montagnes russes constantes. Je pense qu'il faut se sentir suffisamment fort, mais à la fois cette force-là, ça se travaille aussi. C'est ce que je te dis, c'est que moi, je sais pas si on peut me définir comme une femme forte de base, mais dans ces cas-là, tu te fais accompagner et tu fais en sorte
d'essayer d'équilibrer tout ça et de te faire aider pour justement maintenir la barre entre le côté perso, les problèmes que tu peux avoir, ton boulot qui dans l'entrepreneuriat c'est quand même très 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 intense. Donc préserver sa santé mentale dans le travail aussi et s'accrocher. Mais si vraiment vous sentez que c'est ce que vous avez en vous, lâchez rien parce que c'est tellement la plus belle chose au monde que de se fier à ce qu'on aime, de travailler pour soi et de voir ses rêves éclore. Et même si on a un immense rêve en tête, il faut toujours savoir célébrer les petites victoires parce que moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que je le fais pas assez. Genre, je me montre toujours un peu impatiente. Ça, s'il y a bien une qualité que j'ai pas, c'est la patience. Mais tu vois, je suis toujours insatisfaite à me dire j'aimerais avoir ça, ça et ça. Et après, je prends le temps de 2 secondes de voir ce que j'ai fait en arrière et de me dire mais tu te rends compte, t'as interviewé telle personne, t'as fait ci, t'as fait ça. Puis souvent, moi, il y a des trucs, ça fait écho à mes histoires personnelles. Par exemple, je t'en parlais la dernière fois, d'avoir interviewé Gilbert Montagné, c'est un des artistes préférés de mon père. Ça a d'autant plus de sens, en fait, tu vois. C'est des trucs que tu vis par le biais de ton métier, de ta passion, et qui font écho à des situations personnelles. Et que il faut prendre le temps quand même de faire des fois un petit récap. Félicite-toi pour tout ça, parce que je pense que la personne que t'étais il y a 5 ans, elle aurait rêvé de faire tout ça. Donc il faut quand même se montrer reconnaissant et avoir son objectif en tête tout en appréciant le chemin. Pour terminer, un petit Fast and Curious, c'est la première fois que je fais ça. Ok, trop bien. Je te pose des questions rapides et tu me réponds du tac au tac. Ok. Pas beaucoup. Ah, je suis Gémeaux, je sais pas faire de choix rapidement. Mais et tu es la première avec qui j'essaye. Je vais essayer. Prête? Vas-y. Ok. La personnalité que tu rêves d'interviewer un jour? J'aurais peut-être dit Anna Wintour, mais Lena Situation l'a déjà fait, donc je sais pas, Miley Cyrus. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, mon père, il m'a beaucoup appris en termes de sagesse à me dire que, par exemple, nous, on vient d'un milieu où on connaissait personne. Mon père, il m'a toujours dit que ma mère et lui, clairement, on n'avait pas tellement de contact et tout, et qu'il fallait apprendre et genre aller chercher les choses soi-même. Donc je sais pas si c'est un conseil, mais plus une leçon de vie de se débrouiller un peu par soi-même, mais de pas avoir peur d'aller chercher les choses, de portes qui se ferment, et il y en aura forcément une qui s'ouvre, mais en tout cas, la philosophie de rien n'est impossible. Justement, ton mantra ou ta phrase motivante préférée? Ouais, mais ça, je pense que en soi, il y a rien qui est impossible. C'est les limites qu'on se met, c'est nos propres limites. Donc il faut toujours voir au-delà et je sais plus pareil l'expression, mais si tu vises la lune, tu pourras au moins atteindre les étoiles ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est de se dire qu'à viser suffisamment grand, tu peux déjà avoir beaucoup de choses par le chemin que tu parcours justement pour y arriver. La plus grande qualité que ce métier t'ait aidé à développer? La confiance. Si tu devais résumer ton parcours en un mot? L'authenticité. Cette interview, elle est terminée. Merci beaucoup pour ton authenticité, pour tous les partages. Autant on a eu le droit aux coulisses de ton métier, mais on a eu le droit aussi à ton histoire personnelle. J'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant cette interview et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir si bien reçue et de ta bienveillance, de ton écoute. C'est des qualités essentielles en tant qu'intervieweuse, donc tu t'en es très très bien sortie. Merci beaucoup. Merci, à très vite.